Bonsoir tout le monde, on est mardi, il est 20h, bienvenue chez le Permacodeur. On est le 11 novembre, on essaiera de finaliser Zero to Production avec le début de décembre, parce que décembre, Advent of Code, et oui, ça serait quand même pas mal, d'autant que la formule elle change un petit peu, il y en a que la moitié, si ce que j'ai compris. Il y en a moins cette année, donc peut-être qu'on aura l'occasion de creuser davantage, faire de l'algorithmique, c'est toujours plaisant. Je pense que je vais continuer à le faire en Rust, parce que comme je l'avais dit, plus je fais du Rust, plus j'aime ça. Si en plus on peut faire du Rust un peu plus velu, un peu plus, alors je vais pas dire bas niveau parce que ça veut rien dire à mes yeux, mais un peu plus énervé, pourquoi pas en fait, y a moyen. On essaiera peut-être de chercher un peu plus la perf cette fois, et puis d'aller un peu plus loin parce que je m'étais arrêté au jour 12 avec vous sur 2024, donc toujours compliqué d'essayer de faire plein de choses. Pour le coup, un petit article ce soir, mais c'est quelque chose que j'ai dans ma banette depuis un moment, et ça touche à un sujet qui m'intéresse pas mal, mais ça va peut-être être controversial. Et j'aime bien des fois quand on est un peu controversial. On va parler de Abstraction Not Syntax. Un article, hélas, en anglais. N'hésitez pas à me pousser des articles en français si vous avez, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes quelqu'un qui écrivait en anglais, écrivez aussi en français. C'est une bonne chose. Faites du multilangue. C'est toujours une bonne chose. Il y a quelqu'un qui les lira. Moi, je privilégie ce genre de choses. Après, si c'est pas votre cas, c'est pas grave, ok? Abstraction Not Syntax, écrit donc le 12 octobre 2025 par, je vais essayer de le prononcer, ne m'en voulez pas, Ruud von Hasseldonck. Oh, ça a l'air peut-être pas mal, je trouve. The world is growing tired of YAML. Oui, je vais taper sur YAML, mais je vais pas taper que sur YAML ce soir, mais on va quand même taper sur YAML. Alternative configuration formats are making the rounds. TOML has steadily been gaining traction in part due to tools like Cargo and the adoption in the Python standard library. Et je ne peux que dire du bien pour l'instant de TOML tant que, comme pour YAML, mais YAML, on rentrera rapidement dans les problèmes avec les YAML. En tout cas, le choix du TOML pour Cargo, ça fait partie, et je suis désolé, je vais faire encore mon rustacé un peu, comment dire, prosélyte, mais les choix qui ont été faits autour de l'écosystème Rust sont extraordinaires. Je trouve. Le choix du TOML, c'est rien, il y a plein d'autres outils qui ont choisi TOML, mais ce choix-là est extraordinaire. Comme plein d'autres autour de l'écosystème. Plus je fais du Cargo, j'en fais pas mal de Rust en ce moment, parce que je fais plutôt une application web full stack là, pour un de mes projets, et c'est une dinguerie. Donc le choix de TOML, c'est comme le choix des Cargo Workspace, c'est comme le choix des Rust Docs, ça s'accumule en termes de choix extraordinaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les JSON Superset avec des commentaires, avec des virgules, avec le nombre 5. Ah oui, JSON 5. Oui, d'accord, JSON for Human. Le problème, en fait, de toutes ces variantes de JSON, je parlerai rapidement des autres, on l'avait vu quand on avait parlé des conventions et des standards. C'est pas un standard. Le standard, c'est JSON, malheureusement, pour le meilleur et pour le pire. Donc, avec la virgule qu'il faut pas mettre sur le dernier élément d'un array, avec l'absence de commentaires. Mais ça, c'est vraiment, c'est l'un des trucs les plus. Je comprends encore une fois dans le délire, mais qu'on ait décidé d'utiliser le JSON juste parce que c'était facilement parsable avec le JavaScript, voilà. Ça. Je parlais des bons choix qui ont été faits côté Rust ou même d'autres. Je parlais de Rust, mais côté JavaScript, j'ai l'impression qu'on a surtout au début, maintenant ça commence à redevenir un petit peu sain d'esprit, mais il y a eu une accumulation de choix qui ont été faits qui sont, d'une manière générale, pas catastrophiques parce qu'on survit, mais douloureux dans la durée. Donc les JSON Superset, c'est bien gentil, mais c'est à chaque fois dans un petit morceau d'écosystème. Et puis on a KDL, KSON et MAML. Voilà, des trucs encore une fois qui sortent, et je leur souhaite vraiment le meilleur. On ne sait jamais. Je les compare pas puisque j'ai pas assez d'expérience pour voir. Par contre, I do believe that YAML is harmful. All of the simpler formats are basically fine and the differences are mostly superficial. Pourquoi il est rouge ça? C'est parce que effectivement, cet article-là, moi je l'avais lu. Alors j'ai pas si c'est cet article-là ou en tout cas le sujet que je l'avais lu, mais il y a un document YAML qui explicite tout ce qui va pas avec le YAML, alors que pourtant, il y a zéro raison, a priori, que ça nous épate. Un truc aussi bête que de définir des port mappings, ce qu'on fait régulièrement avec du Docker, ce genre de choses,
On se dit ok, ben ça c'est censé bien marcher. Servir des fichiers, bon, on a des chemins, on a des globes, on a un machin, bon ok, on veut pas exposer le .git, bon ok, on veut géobloquer des régions, bien évidemment, hein, la Norvège, la Finlande, etc. On veut mettre des arrays avec des entrées, bon jusqu'ici tout va bien, et puis on a même des numéros de version, voilà. Il est tout petit ce document, et il envoie défoncer n'importe quel YAML qui n'est pas, je crois que c'est le 1.2, ce genre de choses. Alors, rien que le port mapping, en fait, vous parsez ça, vous obtenez une aberration derrière. Pourquoi ? Parce que 22.22, ça va être traité comme une heure, 22h22. Et après, c'est transposé après en integer. Des trucs bêtes, hein, des trucs bêtes. Voilà, vous pouvez définir des encres, bien évidemment. Et comment vous utilisez après les encres ? Avec des étoiles, des astérisques. Voilà, en termes de parsing, bon. À la limite, le bang, on peut se dire que ça donne une chaîne vide. Bon, pourquoi pas, ok. Et bien évidemment, mon préféré, vous mettez et vous avez no, et no, ça vous donne false, voilà. Et s'il n'y a pas que no qui donne false, il y a off, no, et même n, ça je savais pas. Ça crée false derrière en termes de parsing. Ah, là, c'est en 1.1, en 1.2, c'est peut-être plus le cas. Mais comment vous savez quelle version de parseur vous utilisez ? Ah, c'est peut-être au petit bonheur la chance, hein. Est-ce que vous savez dans vos éditeurs, etc., ce que vous utilisez ? Mais c'est horrible. Mais moi, c'est le on-off, j'avoue que je connaissais pas. Alors, le N, Y, à la limite, on peut s'en douter en voyant le Y, mais le on-off, mais je trouve ça, mais tellement, enfin... Ah oui, bien sûr. They are so pervasive in the world that a compliant passer would have a hard time reading many documents. A Go YAML library therefore made the choice of implementing a custom variant somewhere in between YAML 1.1 and 1.2 that behaves differently depending on the context. Voilà, but preserve some behavior from 1.1 for backward compatibility. YAML 1.1 bools, yes, no, on, off are supported as long as they are being decoded into a type bool value. Otherwise, they behave as string. Donc, voilà, un choix catastrophique. Et bon, il y en a d'autres derrière. Je m'acharne pas sur le YAML, mais limite par principe, non. Par principe, non. On arrête. Cette philosophie-là, il faut l'appliquer à plein de choses. Si à un moment donné, c'est pas sain d'esprit, il faut arrêter. Braco, je me dis toujours quel est l'imbécile qui s'est dit que c'était une bonne idée les on-off, yes, no ici. Je pense que c'est tout bêtement des gens qui, partaient d'une bonne intention. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Tout est string et c'est moi qui parse. Oui. Et notamment parse don't validate. N'est-ce pas? Oui, non, effectivement, c'est cinglé. Mais bon, voilà. The one real difference is in their data models. Most formats adopt the JSON data model of objects and array, like KDL, HCL. On va reparler de HCL. L'abomination de chez Terraform, là. HashiCorp. E.g., Nginx adopt the XML data model of name nodes with attributes and children. The rest is just syntax. And yes, syntax does matter, but line noise is not the real problem here. In brambles, in shambles and in brambles. Eh oui. Syntax is superficial. Let's look at an example. Suppose we need to define cloud storage bucket. Jusqu'ici, tout va bien. To store backups. On a besoin de buckets pour stocker les sauvegardes. Bon. We want to backup 2 databases, Alpha and Bravo. For each, we need 3 buckets, one for hourly, daily, and monthly backup. They should have a life cycle policy that deletes backup after 4, 30, and 365 days. Un an, quoi. We don't want to click around, so we'll set up using an infrastructure as code tool using the following hypothetical configuration file. Et donc là, on a un array de buckets avec notre fameux alpha hourly qui dit on delete après 345 600 secondes, le daily, le monthly, le bravo hourly, daily, monthly, avec des secondes dans tous les sens. Bon. Yes, this file would look friendly in a different format. Là, en l'occurrence, c'est du JSON, hein. But the file also contains 2 bugs, and switching formats is not going to fix those. Can you spot them? Je vous le remonte rapidement. Voilà, on est là. Bon. J'avance pas vite, parce qu'après, on va me dire t'avances trop vite, etc. Il y en a une qui est assez flagrante. Il y en a une autre qui est beaucoup plus subtile. To avoid spoiling, bit of YAML to pad the page. Ah oui, d'accord. Donc, il convertit du JSON à YAML. I will even throw in some comments for clarity. Et là, en fait, on voit que derrière le 345 600,
il y a 4 jours, 2 592 000 30 jours, 3 153, non, j'y arrive plus, 31 536 000, c'est 365 jours, etc., etc. Eh ben, le truc, déjà, c'est que on était fixé sur les nombres, mais on n'a pas vu que Bravo Hourly était en US West, alors que tous les autres sont en EU West. Et ça, je suis désolé, il n'y a pas besoin d'être dyslexique pour se faire avoir par ce genre de choses. On regarde rapidement, l'œil il scanne, il voit West, 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 le US EU, ça passe, mais ça passe crème, ok? Mais vous allez me dire, ouais, mais moi je suis balèze, moi j'ai réussi à voir et tout. Sauf que le Bravo Daily, en fait, il manque un 0. Là où avant, on avait 2 592 000, et ben dans Bravo Daily, on a 259 200. Il manque un 0. Et donc, on ne garde les backups que pendant 3 jours, au lieu des 30 jours. On aurait pu les voir en passant rapidement, mais vous imaginez des pages et des pages de trucs comme ça, à mon avis, ça passe pas, quoi. Et donc, si on rajoute une troisième database, a third database Charlie, we copy-paste the free stanzas and change Bravo to Charlie. On est feignant. Copie-colle, %S, bam bam. Congrats. On a copié les bugs. Mais en plus, maintenant qu'on a des LLM dans tous les sens, on n'a même plus besoin de copier les bugs. Ce qui se passe, c'est que les LLM, ils vont lire le truc, et puis ils disent, ah bah oui, pout, on va pout-pouter, comme on dit, on va copier-coller, YOLO. Adopting a different format might make the file easier on the eye, but it doesn't reduce repetition, and therefore it doesn't address the real problem. Et le problème, quand on parle de répétition, c'est l'abstraction. While reducing line noise is a noble goal, enabling abstraction is a more impactful feature. We can bike shed about quote style and trading commas, but what we really need is a for loop, tout bêtement. This is what is the same configuration in RCL. Donc, on va revenir après sur RCL, qui est le langage, on va dire, que cet article promeut. Okay ? Et donc là, on n'a plus une répétition dans tous les sens, on a une espèce de template de bucket qui dit, voilà, mes Persian Retention Days, on dit hourly 4, daily 30, monthly 365. Ah oui, hourly 4, oui, ok. Et ensuite, on dit, voilà, nos databases, c'est quoi? Alpha et Bravo. Et donc, on a une boucle for sur la database, on a une boucle for sur les périodes et les jours dans les Persian Retention Days. Donc, on fait un produit cartésien, tout bêtement. Et donc, bim, bam, boum, database, période, on utilise des variables. Là, on met EU West à un seul endroit. Et ensuite, Lifecycle Policy, et là, on explicite avec un calcul et on fait le nombre de jours, days, fois 24, qui nous donne les heures, fois 3600, qui nous donne les secondes. On n'a plus à tout saisir à la main. It's a bit more to taking at first, but if you ever seen Python, Rust or TypeScript, you can read this file. On est quasiment sur du pseudocode. Pour more gentle introduction, check out the tutorial. Donc ça, je vous laisse, à la limite, si vous voulez voir le tutoriel, il n'y a pas de souci, vous pourrez le faire. Not how we eliminated 2 categories of bugs and make the file more maintainable. We can mix up region, because the region is only defined once, c'est ce qu'on a vu. Instead of a command that solemnly swears that they are 31,536,000 seconds in dans un an, quoi. We have a formula that computes this. A large magic number is meaningless, but most people will recognize 3600 as the number of seconds in an hour, 24 the number of hours in a day. Et ça, déjà, dans votre code de tous les jours, plutôt que d'écrire ce genre de choses en dur, encore plus quand il y a des millisecondes, parce que ça arrive aussi pas mal, ça, faites des multiplications, mettez-les en constante à un endroit, et tout ira mieux. Par contre, il faut que le nom de la constante reflète bien le contenu, parce que ça, j'ai eu des cas où on avait des secondes, et en fait, à l'intérieur, on avait des millisecondes. Je dis ça, je dis rien. If we ever need to add Charlie, that's a one-line diff. On a juste à changer la liste des databases, on rajoute Charlie, produit cartésien, bim bam boum. This is where the real win is. Bien évidemment, il y a des trade-offs. While generating configuration solves problem, it also creates new problem. Et c'est là que je voudrais vous amener, parce que, bien évidemment, sur un cas comme ça de produit cartésien, on roule ma poule. Bien sûr. The applications we need to configure probably don't natively accept config in your favorite language. Oui. This means we need to introduce an intermediate build step to generate the final configuration file, par exemple en JSON, par exemple en TOML, par exemple en YAML, malheureusement, etc. Mais vous avez un build step, quoi. Features like RCL build help to reduce friction, but it's still an additional step. Normal. Grepability suffers. For example, the full names of the bucket no longer occur directly in the source code. Et moi, qui fais énormément de grep, en l'occurrence de rip grep, oui, c'est vrai que j'aurais du mal. Mais bon, c'est un trade-off. Trade-off, toujours. Une abstraction, ça a un désavantage, on l'a vu, on réduit rapidement, on a un code plus sûr, etc. Mais bon, le trade-off, c'est que,
difficile après de rechercher. Il faut interpréter le code dans sa tête. There is a fine line between tasteful abstraction and overcomplication. Ça, je pense qu'on pourrait se le tatouer, ça, pour le coup. After how many lines of duplicated code does the power configuration language outweigh the simplicity of plain data? Et j'en rajouterai un qui est tout bête, c'est que là, on fait un produit cartésien assez bêta entre alpha, bravo, et voilà le nombre de périodes de rétention, etc. What if on décide que pour bravo, il n'y a pas de délit, par exemple. When you have configuration files under source control, you can mitigate this point somewhat by checking in the generated file. Oui, c'est vrai, ça me choque pas. C'est vrai qu'il dit heresy, I know, mais non, moi je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée. D'autant plus qu'on peut, avec les pipelines, régénérer les fichiers et voir s'il y a un diff. Si on régénère les fichiers et que les fichiers générés ont changé, bah il y a une couille dans le pâté, quoi. Là, il vaut mieux crash la CI. This restores the ability to search and we can now review changes from both sides. You can see the diff in the generator, but also how it impacts generated files. Effectivement. Configuration language like Q, DAL, JSONet en RCL, et qui sont pour le coup assez intéressants. Je crois que j'avais regardé DAL aussi à un moment donné, qui était DAL Configuration Language, qui était plutôt pas mal, et qui pour le coup permettait de faire des trucs assez sympas. On va pas rentrer dans le DAL, mais ouais, JSONet aussi, ou RCL, donc le langage qu'il propose, are designed specifically to eliminate boilerplate in repetitive configuration, but you don't necessarily have to introduce new tools. A bit of Python or Nix that output JSON or TOML can go a long way. Remember that YAML is a JSON superset. Oui, ça, j'avoue que ça continue de me faire mal au crâne de savoir que YAML est un superset de JSON et donc tout JSON est du YAML valide. So anything that takes a YAML accept JSON. Deduplication beats copy pasting and manipulating data structure is safer than string templating. Ah ouais, non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je crois que j'avais testé une fois, mais ne faites pas ça chez vous. Hein. Laissez les professionnels faire ce genre de cascade. Conclusion, the world is growing tired of YAML. Et il a bien raison, le monde. And alternative configuration formats are making the rounds. I applaud replacing YAML with simpler formats like TOML, and I sure prefer working with pretty code over working with ugly code. Pas de débat. However, I also think that arguing over which multi-line string syntax is superior is missing a deeper issue. When configuration grow more complex, what we really need is abstraction to eliminate duplication. Real abstraction over data structure, not string templating. Real abstraction over data structure. Gardez ça en tête. That means turning configuration, at least to some extent, into code. Et on va voir. How to navigate the balance between code and data remain a matter of applying good judgment, but for large enough configuration, the right balance is unlikely to be at 100% data. Et ça, je pense que l'auteur qui défend, et je comprends tout à fait, hein, je veux dire, quand on crée un outil, on a un petit peu le prisme de se dire, oui, je vais faire quelque chose qui adresse les sujets qui m'intéressent, et je pense que on peut voir ça comme un spectre, d'avoir quelque chose qui soit extrêmement data-oriented, donc JSON, YAML, voilà, des trucs extrêmement basiques. Et puis après, on évolue dans le spectre. Le gros problème que j'ai, par exemple, avec le HCL de chez HashiCorp, c'est que c'est pareil que le RCL en pire, pour le coup. Il est où le HCL? Voilà, il traîne par là. HCL, c'est intéressant. Bon, maintenant, tiens, il dirige vers OpenTofu maintenant. Ah, tiens, c'est marrant ça. Le problème, enfin, c'est le même problème que j'ai avec Terraform à la base, c'est que ça ne va jamais assez loin. C'est-à-dire que pour des cas extrêmement basiques, comme là, en l'occurrence, hein, notre petit produit cartésien de buckets et de bases de données, etc., vous allez toujours avoir, notamment dans des articles de blog, des cas qui fonctionnent, des cas droits. Je veux dire, à un moment donné, se posent deux questions. Donc, les cas particuliers, comment on fait évoluer le code? Et puis, comment on teste, en fait. Enfin, à un moment donné, on arrive à des niveaux de complexité qui font que, certes, là, sur des buckets, ça va fonctionner, mais si on doit réutiliser les buckets pour ensuite adresser, lier ça avec des providers, on va dire, puisqu'on parle on est sur de l'infra as code, sur des providers qui vont devoir coupler ça avec de la configuration de bases de données, d'instances de bases de données, ce genre de choses. Ouais, tout ça, il faut que ça cause, etc. Donc,
moi je sens une très 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 grosse limite qui arrive à chaque fois, parce que c'est langage-là, parce que le problème c'est qu'ils appellent tous langage, mais ça veut rien dire langage, ok, t'as un parseur, et t'as 2-3 trucs, mais je veux dire, vous me donnez 5 minutes, je fais un AST, enfin peut-être pas 5 minutes, mais je prends un outil d'AST et je me fais un langage avec fou et bar, hein, y a pas de problème, fou, bar, fou, bar, et je fais tout un tas de trucs là-dessus, c'est pas forcément ce qu'on veut. Le problème de tous ces langages, c'est que ce ne sont pas des langages qui sont expressifs. Voilà. Ils essayent de réduire au plus possible la complexité qu'on pourrait être censé attendre d'un langage, jusqu'à la réduire ab absurdum. Et RCL met la limite avec à ce niveau-là, en se disant j'ai des lettres, j'ai des forts, et puis j'ai des oreilles, puis voilà, et puis ça ressemble un petit peu. J'ai un petit peu de calcul, ouais. Et puis j'ai pas regardé, hein, peut-être que c'est le cas, mais quid des fonctions, quid du typage. Voilà, à un moment donné, est-ce qu'on s'autorise à faire entrer des ronds dans des carrés? Oui, à la fin, ça va donner des strings et des integers quelque part. Et encore, cette différence-là, souvent, elle est floue, hein. Notamment au niveau de certains providers, où des fois, il faut caster en string, ou des fois, il faut parser, etc. Qu'est-ce qui se passe pour un truc tout bête? Et là, pour le coup, qu'on retrouve souvent, qu'est-ce qui se passe quand on veut des UID? Quand on veut des UID V1, V2, V3, V4, jusqu'à V7 maintenant. Comment qu'on fait? Comment qu'on type ça? Comment qu'on s'assure que dans une chaîne de caractères qu'on est censé avoir des UID, on a bien des UID, et pas Toto ou bar, Norvège, ce genre de choses. Ok? Et ben voilà. Et sur le sujet, bien évidemment, de l'infra as code, moi, l'initiative qui me plaît le plus ces dernières années, j'ai même donné une conf qui était en distanciel, mais il y en a plein des confs sur le sujet, c'est Pulumi, en fait. Voilà, même si Pulumi ne fait pas encore son infra as code en Rust, de ce que j'ai regardé, il y a une initiative qui m'intéresse beaucoup, mais qui est presque quasiment un fork du SDK de Pulumi pour pouvoir faire du Rust. Mais cela dit en passant, on s'en fiche. On s'en fiche. Avec Pulumi, on peut écrire son infra en TypeScript, en Python, en Go, en C#, en Java. C'est tout. Et on adresse les problématiques de tout ce qu'est infra as code. Donc créer des buckets, déployer des clusters, faire en sorte de récupérer, etc., les données des uns pour les alimenter des autres. Ça se fait. Et donc, plus on a de code, plus on peut factoriser, plus on peut tester. Je m'étais amusé dans une de mes confs à faire, qu'est-ce que je faisais? J'utilisais LocalStack pour simuler tout un écosystème AWS en local, pour déployer, une base de données avec un service, une gateway, etc. Et je faisais des tests de haut niveau, enfin des curls, de haut niveau de l'API, sur l'adresse exposée. Et j'avais toute ma stack d'infrastructure AWS qui était déployée sur mon PC. Ça doit être, vous regardez ma playlist YouTube, là, ça doit être chez CloudSud que j'avais fait ça en 2023, si mes souvenirs sont exacts. Et il y en a d'autres, hein. Il y a l'excellente conf de mon ancien collègue Bertrando sur Pulumi, pareil, avec des exemples. Pourquoi, et c'est peut-être ça là-dessus que je voudrais finir, pourquoi s'acharner à traiter les gens, les ingénieurs, ou on parle de SRE, DevOps, on utilise tout un tas de trucs à la con, mais pourquoi on s'acharne à enlever le code des mains des gens? Mon stream, il s'appelle pas permacodeur pour rien. Le code, c'est important. Comprendre le code, savoir développer, comprendre les tenants et les aboutissants, tout ce qui peut nous aider à être productif en termes de développement, c'est une force extraordinaire. Extraordinaire. Et même si maintenant il y a les LLM, etc., qui sont capables de cracher des trucs, on peut encadrer avec des prompts, machin dans tous les sens, il n'empêche que derrière, pour des questions de maintenance, vous ne battrez jamais le code. Pas avec du YAML, pas avec du HCL, pas avec du RCL, pas avec du JSONnet, du DAL, etc. Vous ne battrez jamais le code. Le truc, c'est que faire du YAML, je prends l'exemple de Kubernetes, faire du YAML, c'est extrêmement simple. On crache du YAML, on peut générer du YAML, et puis après, roule ma poule, on envoie ça sur Kube, etc., avec les manifestes. Sauf que très rapidement, on a créé les Helm files. Je veux dire, oui, parce qu'il a fallu templétiser, en fait. Et vous connaissez ma détestation de Helm. Que ce soit ça, que ce soit Customize ou que ce soit autre chose. À un moment donné, vous interagissez dans la durée pour faire des opérations complexes sur des éléments d'infrastructure. Que ce soit des fonctions, des clusters, des VM, des instances de base de données. Vous faites du code.
que vous le vouliez ou non. Alors, vous vous limitez autant que vous voulez avec les affordances, des trucs à la HCL, etc. Et regardez des HCL un peu complexes, vous allez vite saigner du nez. Vous pouvez le faire à vos risques et périls en YAML. Il y en a qui ont essayé, et on peut aller très loin avec du YAML, mais c'est pas forcément, voilà. Et à chaque fois que je dois mettre les mains dans des GitHub Actions ou dans des trucs équivalents à la GitLab, à chaque fois, je me pose la question, pourquoi je fais pas tout simplement un Makefile pour faire ces trucs-là? Il y a des affordances, il y a des trucs qui sont très utiles, mais voilà, je peux ressortir ma vidéo sur les rentes, je peux ressortir ma vidéo sur les standards et les conventions, et dire, les sujets, ils sont là. Faites les bons choix, n'oubliez jamais de coder. Voilà. Bon, on a fait un peu le tour. Je pourrais finir en disant que si jamais ça vous intéresse, venez sur Twitch, j'essaye de streamer de 2 à 3 fois par semaine, de 20 à 22 heures. Et puis on commence toujours la séance avec un article sur lequel je vais raconter ma vie et donner mon avis, en espérant que ça vous intéresse. Et sinon, je sors ça sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, à liker, etc. C'est super important parce que nous, on a besoin de visibilité sur ce genre de choses, nous les créateurs de contenu. Donc c'est difficile. Moi-même, je sais que j'utilise pas forcément YouTube pour regarder des vidéos, etc. Mais prenez le temps, allez-y, allez mettre des pouces, etc. Parce que comme ça, nous, on voit ce qui fonctionne, on voit ce qui fonctionne pas, et on peut s'adapter derrière. Et puis pour finir, il y a le podcast du permacodeur où je remets, cette semaine, je pense que je vais remettre aussi un ancien épisode, histoire d'alimenter un petit peu la bestiole si vous avez raté les précédents épisodes et puis que les vidéos ne vous intéressent pas forcément. Et c'est tout à fait légitime. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, tout ça c'est dans les descriptions, dans les machins, il y a tout ce qu'il faut. Ok ? Merci à vous. Et on enchaîne.